Éric et Rachel, bonjour. Bonjour Antoine. Enchanté Antoine. Quel bonheur, quel plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de vos vidéos, vous êtes une vraie source d'inspiration. Vous êtes pasteur, thérapeute, conseiller conjugaux et sexologue. Comment est-ce qu'on fait pour réunir autant de titres? On a de nombreuses années derrière nous. Regarde la couleur de nos cheveux, enfin, les miens surtout. Les années, l'expérience. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ça? Alors pour faire rapide, donc on est mariés depuis 33 ans. Et en fait, dès le début de notre mariage, nous sommes des chrétiens évangéliques. Donc on a choisi de servir Dieu ensemble. On a fait un parcours pastoral dans une dénomination évangélique. Et pendant 9 ans, on a travaillé dans différents formats. On a travaillé dans le social aussi, en travaillant pour la réinsertion de toxicomanes et aussi de femmes abusées. Et puis, on a dirigé des églises. On est parti ensuite vivre à l'étranger où on a fait du développement humanitaire dans un pays en voie de développement. Et puis, depuis les dernières 16 années, on est à plein temps dans ce que l'on fait aujourd'hui. À savoir, on apporte du soin et de la thérapie à ceux qui, dans le monde évangélique, servent Dieu aussi. Et puis on continue de se former en fait. Ouais. On est encore des étudiants, on est en train de travailler sur notre doctorat et on a avancé dans nos spécialités en fonction des besoins en fait. Pourquoi donc pasteur, voilà notre arrière-plan chrétien évangélique, et puis ensuite on a travaillé au niveau des couples, donc on s'est formé en thérapie, et puis les problématiques sont souvent au niveau de la sexualité, donc on s'est formé en sexe-thérapie, et voilà, on continue de se former. C'est ça la jeunesse. Génial, et ce sera mon premier sujet avec vous, on va parler de sexualité. Est-ce que vous êtes des stars, des pasteurs stars dans votre domaine? Beaucoup de mes clients, patients vous connaissent, on m'a beaucoup recommandé vos vidéos. Vous avez une notoriété qui est internationale aujourd'hui. Comment ça change les choses d'avoir autant de public et autant de notoriété aujourd'hui? On a l'image d'un pasteur qui est dans sa paroisse, et là vous êtes des pasteurs qui rayonnent sur le monde. Alors, le star system, c'est pas quelque chose que l'on recherche ni quoi que ce soit. J'imagine. Je pense que c'est plus une conséquence de peut-être d'avoir brisé un tabou, à savoir qu'en tant que chrétien, dans le monde chrétien, quel qu'il soit, quel que soit l'arrière-plan de la dénomination ou autre, qu'on soit catholique, protestant, orthodoxe, autre, la sexualité c'est un tabou. C'est considéré par certains comme un mal nécessaire, comme quelque chose de honteux, comme quelque chose qui nous éloigne de Dieu, etc. Et nous, on ne croit pas que ce soit quelque chose ni de honteux, ni qui nous sépare de Dieu, ni dont on ne devrait pas parler. On croit au contraire qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le monde chrétien, justement parce qu'on leur a rien enseigné par rapport à ça, et qui doivent découvrir la sexualité par eux-mêmes, sur le tas, et qui donc commettent des erreurs, subissent des choses douloureuses. Et finalement, on s'est dit, on va briser ce tabou, parce qu'on a vu trop de gens qui étaient dans la souffrance. Donc on va en parler. Et on croit, nous, à l'inverse, que c'est notre conviction de foi, que c'est Dieu qui a créé la sexualité pour qu'elle soit épanouissante. Et que, au contraire, loin de nous séparer de Dieu, quand elle est vécue selon les critères divins, elle nous rapproche de lui et elle nous permet de nous épanouir. Puis alors, donc on va vite éliminer le star system, comme tu dis. Hein. Ouais. On est les mêmes dedans et dehors. Nos enfants pourraient vous le dire si vous les croisez. Ils vous diraient on est les mêmes à l'écran qu'en dans la vie. Mais moi, j'ai une petite image qui me plaît beaucoup. Je pense à ce que l'on transmet, en fait, c'est changer les vies, une à la fois. Découvrir la sexualité dans sa plénitude et dans beaucoup d'épanouissement. Je pense après une grande conférence, il y a une mamie qui est venue et qui voulait me faire un hug, comme ça arrive souvent. Et il y avait le papy qui attendait derrière et elle m'a dit « Rachel, ce que vous dites, ça marche !» Et puis le papy me faisait « Et bien pour moi, c'est ça, de voir les célibataires ou les couples qui passent par des moments difficiles, on va en parler ensemble, mais qui ensuite redécouvrent un vrai épanouissement dans qui ils sont, dans leur être sexué, dans leur sexualité, dans leur vie de couple, et ben il n'y a pas de meilleure récompense. D'où vient ce tabou? Pourquoi est-ce que la religion a fait de la sexualité quelque chose de tabou? On imagine qu'il y avait une forme de protection à l'origine, et c'est devenu un sujet dont on ne parle pas ou trop peu, que vous êtes venu briser. C'est intéressant. Il n'y a pas de protection, c'est pas une notion de protection à l'origine. En fait, bon, c'est ma compréhension. Je suis certain qu'il y a d'autres éléments de réponse, mais je pense que dans la culture de la Bible, dans la culture hébraïque, on ne trouve pas véritablement ce tabou. Parce que Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, parle de sa relation avec Israël comme d'une relation d'un homme marié à sa femme. Donc c'est même dans des termes très crus. Je pense que le Nouveau Testament a été traduit en grec, et on sait tous que un langage, ce n'est pas simplement une langue, mais c'est une culture.
Et la culture grecque, je vais vraiment vulgariser, pardonnez-moi pour les puristes, hein. Mais le monde grec, c'est le monde des philosophes, c'est le monde du dualisme. Le dualisme, c'est tout ce qui est spirituel m'élève, tout ce qui est physique, charnel m'abaisse. Et je n'adhère pas du tout à ça. Mais c'est vrai que l'Église s'est construite. Bon, l'Église s'est construite dans le monde grec. Paul était quelqu'un qui était issu du monde grec, hein. Et le monde romain s'est greffé dessus, héritier du monde grec, et l'Église a grandi là-dedans. Et je pense qu'on a adopté sans discernement, quand je dis on, ce sont les premiers chrétiens, des valeurs, notamment la valeur de plus je passe du temps à prier, à m'isoler et à dénier à mon corps le droit d'exister, plus je me rapproche de Dieu. Par contre, si je satisfais les besoins de mon corps, je m'en éloigne. Et je pense que c'est complètement faux, parce que nous sommes âme, corps et esprit. Et en fait, on ne peut pas saucissonner les uns des autres. Tout ce qui touche mon corps va toucher mon âme et mon esprit. Tout ce qui touche mon esprit touchera mon âme et mon corps, etc. Et en fait, on a amené dans l'Église, avec un grand E, au début catholique, puis orthodoxe, puis le monde protestant n'a pas échappé à la règle, une idée que tout ce qui est charnel, tout ce qui touche à mon corps, et ma sexualité en fait partie, va m'éloigner de Dieu. Alors que pas du tout, en fait. Et nous, je pense on peut affirmer, en s'appuyant sur l'autorité de la Bible, que la sexualité, c'est d'abord quelque chose de spirituel, ensuite d'émotionnel et en dernier de physique. Et c'est un tout qui ne peut pas être saucissonné. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de détresse et en même temps une promesse de beaucoup d'épanouissement quand on englobe ces trois aspects de l'être, en fait, de qui l'on est, spirituel, émotionnel et physique à la sexualité. Je pense que l'Église doit être l'endroit où on parle le mieux de la sexualité, parce que qui a inventé la sexualité, c'est notre Créateur, si on croit qu'on a un Créateur. Et peut-être pas l'endroit où on va en parler le plus, mais le mieux, c'est-à-dire en ayant la capacité de donner un cadre qui permet l'épanouissement dans la sexualité. Et mettre ça sous le tapis et ne pas en parler à un auditoire qui, à 100% de l'auditoire, va être concerné à un moment ou à un autre par la sexualité, c'est presque irresponsable. C'est irresponsable, selon moi. Et puis d'ailleurs, il y a des études américaines qui prouvent que les femmes qui ont un seul partenaire, donc dans un cadre sécurisé du mariage, vivent et découvrent des orgasmes bien plus puissants que les femmes qui ont plein de partenaires. Ce sont des études faites dans le monde américain. Ça m'amuse toujours de penser à comment ils font ce genre d'études-là. Donc ils mesurent les niveaux d'orgasme et il y a un bien meilleur épanouissement quand les trois sont intégrés. Je rougis et j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet également. Quelles sont les questions qu'on vous pose, que les gens osent vous poser, quels sont vos sujets de prédilection dans le domaine de la sexualité? Parce que vous en parlez de manière très libre, très contemporaine aussi. Quels sont les sujets qui vous amusent ou quels sont les sujets les plus récurrents? Toujours les mêmes. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans la chambre à coucher? Ça, c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'on a le droit? Donc, je ne sais pas si tu veux la réponse, Antoine, mais nous, on aime bien donner un cadre qui est le cadre qui s'appuie sur la Bible, qui est en fait assez simple à comprendre, et le ciel est la limite après. Donc dans un cadre voulu par Dieu, il y a beaucoup d'expérimentation et de découvertes et justement de croissance dans la compréhension de son corps, du couple. Ouais, c'est assez génial, hein. La sexualité, c'est un sujet magnifique. Donc c'est la question numéro 1, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans la chambre, hein? Ouais. Alors numéro 2, quelles sont les questions d'après? Après, c'est est-ce qu'on peut guérir des blessures. Ouais. Et là, des blessures émotionnelles, donc les gens qui ont eu des peines de cœur, etc. Des blessures d'abus aussi. Bien sûr, moi, je travaille avec des femmes aussi qui ont été abusées, viols, excisions, etc. Des traumas à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut guérir? Et oui, oui. Et puis, moi, je parlais plus pour les hommes. C'est vrai que j'ai 57 ans aujourd'hui, mais la pornographie est entrée dans ma vie sans que je le veuille quand j'avais 11 ans. Et en fait, à une époque où Internet n'existait pas, hein, donc c'était déjà là. Et c'est vrai que quand on parle aux hommes et aux femmes maintenant, hein, malheureusement presque à la même hauteur aujourd'hui, la pornographie a laissé des traces terribles, continue de réaliser des ravages dans la construction de la sexualité des individus. Oui. Et c'est vrai que j'aime pouvoir dire on peut s'en débarrasser, on peut vivre victorieusement après avoir été addict à la pornographie en étant libre par rapport à ça, toujours en ayant des protections, mais on peut s'en émanciper et avoir une vie sexuelle qui soit épanouie sans toujours traîner ce boulet derrière soi, quoi. J'ai la sensation que Internet a fait... a créé cette espèce de libéralisme qui a été démarré dans les années 60-70 à l'époque. Ouais. Libéralisme sexuel, Internet l'a augmenté et j'ai le sentiment, c'est juste une conviction intime,
que depuis 2 ans, on revient à une forme, pas de puritanisme, mais en tout cas, on revient à la religion, à des valeurs qu'on nous a enseignées, finalement, qui sont très traditionnelles. On s'est extrêmement libéré, et comme dans une espèce de grand mouvement de balancier, on revient vers la religion. Est-ce que vous avez cette sensation que quand ça parle de couple et de sexualité, on revient à la religion aujourd'hui? Oui, d'une certaine manière, je pense qu'il y a une vraie recherche parce que l'on nous a vendu. Alors moi, j'étais enfant dans les années 70, alors c'est clair que quand on était sur une plage dans les années 70 en France, la libération des mœurs, elle était partout. Et on a vu depuis un vrai retour en arrière. Je pense qu'il y a des générations qui ont vécu les conséquences de cette pseudo-libération dans ses aspects négatifs et qui, à force d'être blessés, à force d'avoir perdu des valeurs et même de grandir d'une manière amorale. Quand on est immoral, on sait où est la morale et on choisit de franchir une ligne. Mais quand on est amoral, on ne sait pas s'il y a du bien, du mal et on grandit sans aucun repère. Je pense que la génération qui a grandi sans repère a besoin d'en retrouver. D'où un retour vers des repères, des valeurs morales qui sont bonnes quand elles ne sont pas imposées de l'extérieur, mais quand on les choisit pour soi-même. J'ai besoin de ça dans ma vie, j'ai besoin d'avoir des repères qui vont me guider, qui vont me permettre de me construire intérieurement et dans mes relations avec les autres. Donc oui, je dirais pas forcément... oui, la religion, oui. Aussi une recherche d'une relation avec Dieu, quand on croit en Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu au quotidien. Ce sont des choses qui attirent de plus en plus et c'est bien, quelque part. Et puis la libération sexuelle des années 70, ça concentrait la sexualité sur le côté du corps, physique. Et en mettant l'accent que là-dessus, on a éliminé le côté émotionnel et spirituel, ce qui a fait des dégâts terribles en fait. Totalement, oui. Je suis désolée, Ouais. on peut voir une femme nue sexualisée sur un écran pour vendre un pot de yaourt et ça a créé une misère sexuelle. Quand on regarde, quand on a le privilège comme nous de rentrer dans l'intimité des gens pour un temps dans le cadre de la thérapie, on se rend compte qu'en fait il y a une vraie misère. Les gens qui ont été affectés par les vagues successives de cette objectisation de la sexualité, où on consacre que le corps à la sexualité, ben en fait sont abîmés et ne sont pas épanouis. Enfin, il y a une vraie misère, quoi. Et en rajoutant le côté émotionnel et spirituel, on rétablit les choses. Comment est-ce que vous gérez cette ambivalence? D'un côté, chacun fait ce qu'il veut de son corps, on est libre et génial. D'un autre côté, la plupart des études scientifiques aujourd'hui et la religion montrent que moins tu as de partenaires, plus tu as de chances d'être heureux sur Terre. Comment est-ce qu'on gère la liberté versus le bonheur? Comment est-ce qu'on arrive à trouver un discours qui est juste là-dedans? La notion de bonheur, elle est difficile à cerner. Je pense que le bonheur, c'est presque un choix. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire de la philosophie, hein, mais qu'est-ce que c'est que le bonheur pour chacun, quoi. Je pense que pour nous, en tout cas, c'est d'être heureux avec ce que j'ai et de pouvoir vraiment m'en satisfaire et d'être épanoui avec ce que j'ai aujourd'hui. Et pas me dire demain ce sera mieux constamment. Parce que on est dans une société où on nous dit en fait quand tu auras ceci, alors tu seras heureux. Et je pense que c'est quelque chose que l'on poursuit sans jamais l'atteindre. J'ai mis longtemps à le comprendre même pour moi-même. Le vrai épanouissement, le vrai bonheur donc, c'est d'être heureux là où j'en suis aujourd'hui, avec qui je suis. Si qui je suis aujourd'hui ne me satisfait pas, il y a peu de chances que qui je sois demain me satisfasse aussi. Donc la notion de bonheur, c'est déjà extrêmement complexe quoi, à gérer. Hein. Et quand on intègre la sexualité, le bonheur, il est dans le fait de donner à l'autre du plaisir. Et c'est un cercle vertueux. Je te donne du plaisir, tu me donnes du plaisir, et ensemble, on en découvre plus, en fait. Et la Bible, elle est très moderne à ce niveau-là, en fait, parce que l'apôtre Paul, dans la Bible, explique clairement qu'au niveau de l'orgasme féminin, l'homme, le mari, doit s'occuper d'abord du corps de sa femme, parce que l'orgasme féminin est plus complexe que l'orgasme masculin, pour qu'elle puisse découvrir, atteindre le plaisir, et qu'ensuite, de toute façon, le sien viendra naturellement. Donc, la Bible, elle en parle de cette notion J'ai jamais vu ce passage, mais je vous crois. Ah, Alors, ouais. pour ceux qui ont envie de savoir où est le passage, hein, on peut leur donner des trucs. C'est dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 7. À partir du verset 3, c'est là que ça commence à devenir chaud. Et en fait, c'est fabuleux parce que quand on voit à quelle époque il a écrit ce passage, c'est incroyablement moderne. En fait, si on veut vulgariser, mettre dans un langage actuel, il dit en gros aux gars, aux maris, prenez pas seulement votre plaisir vous, puis voilà, c'est fait, puis vous avez fait autre chose. Parce qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Messieurs, retenez-vous, d'abord, donnez du plaisir à votre épouse, puis après, mesdames, prenez soin du plaisir de votre homme. C'est incroyablement moderne et c'est dans la Bible. Génial, je lirai la Bible différemment la prochaine fois. Vous proposez des séances de groupe et même des séances de couple
Et notamment, l'un de vos programmes s'appelle J'ai mal à mon couple, dans lequel vous abordez 3 sujets. Adultère, comment faire quand ça se passe, on ne s'aime plus et comment traverser les tempêtes dans le couple. Avant qu'on arrive sur ces 3 sujets, que pensez aujourd'hui du couple tout court? En 2 ans, alors soit c'est mon âge, soit je vois le monde se transformer, je vois de plus en plus de gens qui ne croient plus en couple, qui ne veulent plus de couple, alors des jeunes, des moins jeunes, ils veulent plus de couple, ils veulent plus d'enfants, ils ne veulent plus rien. Ils veulent juste être tranquilles chez eux. Et est-ce que vous observez ça de votre côté aussi? Est-ce qu'on a perdu le couple sacré? Bonne réflexion. Je pense qu'on peut le dire, on a le même constat que toi, et c'est en voie d'accélération dans les générations qui viennent à l'âge adulte aujourd'hui. Il y a le même constat de notre part depuis quelques années, effectivement. On valide ce que tu as ressenti, oui. Ouais, c'est triste, et je pense que c'est des générations qui ont vu des couples avant eux souffrir, hein. Soit être forcés de rester ensemble parce qu'à l'époque on s'était comme ça, on s'aimait plus mais on restait ensemble quand même, et on n'a donc pas envie de reproduire. Effectivement, il y a une évolution, on essaye dans tous les sens, et puis on va vers une asexualisation, hein. Les gens sont maintenant dans le virtuel, c'est beaucoup plus simple de connecter avec quelqu'un de virtuel que quelqu'un de physique. Et c'est dramatique parce qu'en fait, c'est la molécule de la société, hein. Le couple, c'est la molécule de la société. S'il n'y a plus de couple, après, techniquement, il n'y a plus d'enfants, ou alors les enfants qui vont grandir dans quel cas. Donc oui, c'est un vrai constat. Et c'est un de nos chevaux de bataille, hein. Redonner envie de construire un couple, en fait. Il y a beaucoup de bonheur à donner, à construire, à apprendre, et puis beaucoup de belles choses à partager, avec des choses compliquées, mais on peut en sortir grandi, en fait. C'est vrai que le couple, c'est une aventure qui peut être compliquée, mais en même temps, c'est celle qui nous fait grandir. C'est-à-dire que je ne me mets pas en numéro 1, je choisis sciemment de mettre quelqu'un d'autre que moi en numéro 1, et en priant, et en espérant que l'autre fasse la même chose pour moi. Et je me fais passer en numéro 2, et en fait, on apprend, on fait des concessions l'un vis-à-vis de l'autre, on apprend à gérer les besoins de l'autre, et l'autre gère les miens, etc. Donc c'est sûr que c'est une aventure complexe, mais qu'est-ce qu'elle en vaut la peine, quoi. Et c'est vrai qu'on rencontre des gens qui nous disent, mais pourquoi je me marierais pour gérer les problèmes d'un homme ou d'une femme, alors que les miens me suffisent, je suis plus heureux seul. Ouais, parce qu'on est meilleur à deux, en fait. Ça vaut le coup. Nous, ça fait 35 ans qu'on se connaît, 33 ans qu'on est mariés. On est plus amoureux qu'on l'est au début. Alors, on a traversé des choses compliquées, bien entendu, mais c'est possible, en fait. Je dirais qu'on s'aime mieux. Est-ce que l'une des solutions est de s'orienter vers un ou une chrétienne, finalement, pour retrouver des valeurs? C'est vrai que d'avoir la même... Enfin, il y a plusieurs critères pour nous, hein. Il faut se plaire, on a plusieurs critères. Il faut se plaire physiquement. Enfin, je veux dire, si c'est pas le plus bel homme du monde, la vie va être compliquée. Désolé Antoine. Hein, et vous êtes magnifique. Vraiment. Donc, il faut se plaire et ça s'entretient. Si mes yeux ne sont remplis que de mon homme et l'inverse est vrai, en fait, on est de plus en plus beau aux yeux de l'autre. Ça, c'est vrai. Et puis ensuite, il faut avoir des valeurs communes qui se construisent, des valeurs de nos objectifs, etc. Puis ensuite, un niveau de foi, en fait, d'investissement dans notre vie émotionnelle et spirituelle qui soit compatible. Ça rend les choses beaucoup plus simples parce que du coup, on avance dans la même direction. C'est vrai. J'aimerais qu'on aborde un sujet épineux dans le couple et qu'on parle de l'adultère, qui est le premier de vos 3 piliers en séance de groupe. Est-ce qu'on se remet d'un adultère? J'aimerais préciser dans ma question que la majorité des thérapies de couple ne donnent pas forcément l'issue qu'on voudrait à la fin. Et beaucoup de thérapies de couple sont initiées par un adultère. Est-ce qu'on s'en remet? Est-ce qu'un couple survit à un adultère? Alors, pardon. Un couple peut. Est-ce que si Eric Tous, il y a eu adultère ou pas? Non. Avant que tu te lances, c'est quand un couple vient nous voir, donc on prend pas beaucoup de couples concrètement sur une année en individuel, mais je ne veux pas donner trop d'espoir aux gens qui nous suivraient avec cette émission, mais quand un couple vient nous voir, et s'ils sont en situation d'adultère, ils savent que c'est sûr et garanti que s'ils ont envie de s'en sortir, ils vont s'en sortir. Donc dans les couples que nous on prend en charge, on a un taux de succès après qui est très élevé. Et en même temps, quand ils viennent chez nous, ils se disent, mince, si on passe entre les mains de ce qu'on leur propose, ils vont s'en sortir en fait. En fait, je dirais le critère numéro 1 n'est pas tant... alors, il y a des limites à ce que je vais dire. S'il y a vraiment une relation toxique avec l'un des deux qui ne veut absolument pas changer, etc., il y a zéro chance de succès. Hein. Si les deux ne sont... En fait, la question, c'est est-ce que tous les deux, vous êtes prêts à donner le maximum une dernière chance. à cette dernière chance pour votre couple? Si les deux disent oui,
alors on a un taux de réussite qui est élevé parce qu'en fait, ce qui compte, c'est est-ce que je suis prêt à donner mon maximum pour sauver notre couple. C'est ça le plus important. Juste pour donner 2 exemples dans le cas d'adultère, on a aidé un jour un couple où du côté d'un des 2, il y avait eu 7 adultères. Oui. 7, dont un qui se passait quand madame était en train d'accoucher, bref. Donc 7, et ils s'en sont sortis, ils vont super bien. Et un autre exemple, ce sont des gens d'une autre planète évidemment, où il y avait eu des adultères des 2 côtés. Et là je crois qu'on cumulait à plus de 15, si je ne me trompe pas, en cumulant les adultères des 2 côtés. Et ils s'en sont sortis, et ils sont toujours ensemble, et ils vont bien. Donc le fait qu'il y ait eu adultère ne veut pas dire que le couple est fini. Maintenant, il faut que les 2 aient envie d'avancer, d'apprendre, de comprendre pourquoi il y a eu adultère, et de reconstruire. Et quand il y a eu adultère, il y a aussi une petite fenêtre où la personne qui a été trompée a le droit de dire « Eh oh ». C'est trop pour moi, j'arrête. Un des reproches qui est fait aux thérapies de couple, attention qu'on s'entende, faites des thérapies géniales, allons-y, mais dans l'une des critiques sur tous les bienfaits d'une thérapie de couple, l'une des critiques c'est que le thérapeute ne peut pas vraiment dire la vérité. Typiquement, on parlait tout à l'heure d'une relation toxique, l'un des 2 est toxique. Le thérapeute ne peut pas dire quittez cet homme qui est juste là devant nous. Comment est-ce que vous gérez avec votre bienveillance le fait qu'éventuellement, parfois, vous pouvez détecter que l'un des 2 n'est pas une belle personne et l'autre ferait bien de partir? Alors, s'il y a une toxicité qui met en danger la personne psychologiquement, alors, je ne vais pas parler des pervers narcissiques, je sais que c'est un domaine qu'on a en commun, on travaille beaucoup là-dessus aussi. J'étais très heureux de voir tes vidéos là-dessus. Mais en fait, si vraiment quelqu'un psychologiquement est extraordinairement toxique, dans ce sens où l'autre personne vit dans un syndrome de Stockholm en permanence, ou bien s'il y a une toxicité physique, c'est-à-dire qu'il y a un vrai risque physique pour la personne de rester, alors on va suggérer non pas un divorce, mais une mise en sécurité de la personne qui est victime de cette toxicité. Une mise à l'écart pour avoir de l'espace pour se reconstruire et pouvoir discerner est-ce que je veux m'investir pour que ce couple ait une chance d'être sauvé ou pas. Et donc là, c'est une vraie fenêtre. Mais pour avoir cette fenêtre de choix, il faut qu'on puisse amener la personne qui est victime à être mise à l'écart quelque part pour être mise en sécurité et avoir à nouveau la possibilité de guérir et réfléchir correctement. Et on le fait. Et on le fait. En tant que thérapeute, on a des moyens d'aider la personne à prendre conscience que ce qu'elle vit n'est pas normal, même quand l'autre est là. On l'a fait. C'est génial. Bravo. Ouais. Le second point de vos séances de groupe, c'est « on ne s'aime plus ». Et il y a une phrase qui m'a fait beaucoup rire dans l'un de vos articles qui est « tu ne m'aimes pas », qui est une phrase qu'on entend dans énormément de couples que j'ai déjà entendu dans mes couples. « Tu ne m'aimes pas ». Vous avez réussi à mettre le doigt dessus et à en parler avec beaucoup d'intelligence. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le tu, et puis, oui, ça c'est de la base de communication, mais je ne me sens pas aimée, absolument. Tu ne m'aimes pas. Quand il y en a un qui pense à la place de l'autre, ça fait beaucoup trop de personnes qui pensent. Et c'est vrai que c'est un des défis d'apprendre à exprimer ce dont on a besoin pour se sentir aimé. Ça peut être tout simple. Moi, pour me sentir aimé, j'ai besoin qu'Eric me prenne dans ses bras avant que la journée commence. C'est comme ça. Et ça me pose, voilà, ça m'apaise, c'est incroyable. Et tu veux donner un de tes exemples? Le lave-vaisselle. Vous parlez souvent des langages de l'amour de Gary Chapman aussi, dans vos discours. On a des langages d'amour différents aussi. Ouais, c'est ça. Et on pense que Gary Chapman en a, parce qu'il est américain, on a l'oublié un qui est la nourriture, la cuisine. Il y a 6 langages. C'est le mien. Ah oui. Il faudrait qu'on lui suggère. Mais oui, parce qu'en fait, c'est quand on se met en couple avec quelqu'un, on doit être d'accord d'apprendre la langue de l'autre. Par exemple, 3 de nos fils ont épousé des femmes qui parlent une autre langue que leur langue maternelle. Tous parlent la langue de leur femme aussi. Et je pense que c'est quelque chose de base. Si je me mets en couple, je dois, comme principe postulat de base, je vais apprendre ta langue. Oui. Et je ne vais pas attendre que toi, tu parles la mienne uniquement, mais je vais apprendre la tienne aussi. Et Gary Chapman, c'est ça qu'il dit. C'est vraiment un point de départ. Quelle est ta façon de parler l'amour, de recevoir l'amour, de comprendre l'amour? Je veux parler ta langue. Et puis, je m'attends à ce que toi, tu parles la mienne aussi. Et ça, c'est pour nous un point de départ. Donc, le lave-vaisselle, tu veux bien expliquer le lave-vaisselle? Si je te dis merci, bravo pour le lave-vaisselle, ça te fait sentir aimé. Alors, vous êtes trop mignon. Lorsqu'on parle de traverser la tempête, il y a toujours un point d'inflexion qui est compliqué. Oui. Le should I stay or should I go, pour vous qui habitez au Colorado. À quel moment
est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un de partir d'une relation parce que ça peut s'avérer être extrêmement compliqué de déterminer ce point? Est-ce que vous êtes des jusqu'au-boutistes de on reste ensemble et on se bat jusqu'au bout, ou est-ce que vous êtes dans le faisons la part des choses et on va voir s'il faut rester ensemble? Nous, en tant que thérapeute, quand on voit que quelqu'un est là, moi ce que j'aime bien faire, ce qu'on aime bien faire, c'est les aider à voir les difficultés qu'il y aura sur les deux chemins. Parce qu'en fait, on ne sort pas comme s'il ne se passait rien d'une séparation, d'un divorce, ça laisse des traces. Ouais. Donc ça va être compliqué, le chemin de l'autre côté va être compliqué, le chemin où je choisis de rester va être compliqué. Donc moi j'aime bien exposer les difficultés des deux côtés pour que la personne fasse un choix éclairé en fait. Ça va pas être parce que quand on est dans des tensions, on se dit ça sera plus facile, je m'en vais, je claque la porte, et puis ça sera plus simple. On parle pas de situation de danger, hein. Dans les situations d'abus, etc. On met la personne en sécurité. Là, on met la personne en sécurité. Mais dans une situation où il va falloir effectivement prendre un choix, faire une décision, eh bien, je pense qu'il est important de savoir que les deux chemins seront compliqués. Parce que si je me sépare, on a rencontré des gens qui étaient divorcés. Ouais. Et qui ont reconstruit des couples. Et moi, ce qui m'a frappée, aux États-Unis, c'est très classique en fait, même dans le monde chrétien. Je divorce, je me remarie et tout, plus qu'à notre époque en France. Et ce qui me choquait, c'était que les gens, quand on les avait sur leur deuxième, troisième mariage, on les aidait dans leur troisième mariage, ils disaient si j'avais su tout ça à mon premier mariage, j'aurais préféré sauver le premier. 100% des gens qu'on a aidés après plusieurs divorces nous ont dit si j'avais su tout ça, j'aurais préféré sauver le premier mariage devant leur nouvelle épouse, quoi. C'était des fois embarrassant, voilà. quoi. Hein. Donc ça, et c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il y aura des C'est comme s'il y avait une blessure qui ne se refermait jamais à 100%, ou tout du moins laisser une cicatrice qui restait dans l'âme et le cœur de la personne pour toujours. L'échec du premier couple, l'échec du couple où on pensait construire notre vie ensemble. C'est pour ça que si on peut sauver le couple qui est là, eh ben on essaye quand même. Vous avez tellement raison. Même dans mes amis ou dans mes clients, ceux qui ont, admettons, un homme de 60 ans qui serait passé par un ou deux mariages, pas mal de ruptures amoureuses, même les plus sages d'entre eux semblent garder une forme de blessure ou de fragilité. Ouais. Est-ce qu'il est possible un jour d'effacer ces cicatrices et de rayonner à nouveau, ou est-ce qu'on doit vivre avec son passé et composer avec ? Vivre avec notre passé, c'est sûr qu'on n'oublie pas ce qui nous est arrivé. Maintenant, notre passé peut ne plus déterminer qui je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, on croit beaucoup dans quelque chose qui est très puissant à nos yeux, c'est le pardon. Oui. La capacité à arriver à pardonner le mal que l'on nous a fait et à ne pas rester une victime de la personne qui nous a blessés et arriver à lui pardonner et à se dire, ok, maintenant j'ai pardonné. En fait, je guéris quand je pardonne. C'est moi qui guéris, en fait. Je relâche cette personne qui m'a blessé. Je ne veux plus être sa victime. Je ne suis pas une victime. C'est souvent le point de bascule, le point déterminant qui va faire que je peux reconstruire quelque chose sans constamment tirer avec moi un boulet sous la forme de cicatrices émotionnelles, de cicatrices physiques ou psychologiques qui vont me définir aujourd'hui. C'est comme si on donnait, tant qu'on ne pardonne pas, on donne à cette personne qui nous a blessés, et souvent cette personne n'en est même pas consciente, un pouvoir encore actuel sur ma vie 20 ans, 40 ans après. Et ce qui est fou, parce que c'est moi qui reste dans une prison à ce moment-là. Donc arriver à pardonner, c'est se libérer soi-même. Et pour nous, souvent, c'est la clé, c'est le pivot qui fait qu'il y a un avant et un après. Parfois, on a besoin de se pardonner de nous-mêmes. Si c'est moi qui ai causé le tort et qu'est-ce que j'ai été bête et qui est trompé, qui est... Et il faut aussi se pardonner à soi-même pour que la blessure cicatrise. Et je pense à un homme, là, pendant qu'on discute de ce sujet-là, qui a divorcé, et qu'on a aidé après dans un remariage, et a dit, au moins aujourd'hui, je vais investir tout ce que je peux, je vais faire que chaque jour compte dans ce couple que je suis en train de construire aujourd'hui. Et on peut avoir une forme de sagesse, au moins de dire, je ne vais pas refaire les bêtises que j'ai faites la première fois, ou la deuxième fois, la troisième fois. Au moins, je vais m'investir pour que ça fonctionne, quoi. Ouais. Si moi je m'investis, tu t'investis, on te crée une danse virtueuse. Ouais. La notion de pardon est tellement complexe. J'ai des très longues discussions avec mes amis régulièrement dessus, notamment l'un d'entre eux qui a été trompé il y a 3 ans de ça. Elle est partie avec son meilleur ami. Il n'arrive pas à s'en remettre et il est tout seul dans sa colère aujourd'hui. Elle est partie, elle est dans autre chose. Tout est fini. Et comme vous le dites, il perpétue sa propre peine tout seul. Mais il me dit, si je pardonne, ça veut dire que j'approuve ce qu'elle a fait. Et il n'arrive pas à passer au-delà de ça. Comment est-ce qu'on traite ça ?
Ah, c'est terrible. Ça, c'est un point qui est crucial pour nous parce qu'il n'y a pas de guérison sans pardon en fait. Le pardon, il y a beaucoup de mauvaises conceptions, misconception en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, des mensonges qui ont été associés à ça. Si je pardonne, j'oublie. Si je pardonne, c'est que je valide. Si je pardonne, c'est que je dois me réconcilier. Tout ça, c'est faux. Je dois pardonner, c'est instantané, c'est faux. Le pardon, c'est un processus. Un processus qui prend du temps. Qui commence par une décision, je prends la décision, je vais pardonner, mais ensuite c'est un cheminement jusqu'à ce que le pardon soit vraiment effectif. Et pour aider cet homme-là, en quelques phrases, le parcours très simple. Le pardon, c'est d'abord je regarde en face la douleur. Là, on dirait que ça, c'est une étape qui a été faite pour cette personne-là. Je regarde en face la douleur, je choisis de pardonner. Et ensuite, je vais mettre dans un paquet la blessure et quelque part la déposer au pied de la croix du Christ qui a payé pour qu'on puisse pardonner et être pardonné. Et cette blessure-là, je choisis de la laisser là. Et ensuite, je vais pouvoir réfléchir à qui je suis sans cette blessure, parce qu'il y a le cheminement de comment je me reconstruis. Après, ça fait partie du processus du pardon. Et on va même pousser jusqu'à bénir la personne. Donc, prononcer des paroles qui sont bénissantes sur cette personne. Et quand tout cela est fait, mais il y a une vraie libération, en fait, liberté à l'intérieur. Mais ça peut sembler cauchemardesque ce que Rachel vient de dire. Comment je peux bénir la personne qui m'a fait le plus de mal? Mais ça, dans le processus du pardon, il y a des tas d'outils. Hein. Et prenons le pire des cas. Un homme mal intentionné fait du mal à un de mes enfants. Absolument. Et le pire arrive, deux mots que je ne peux pas dire sur YouTube, mais le pire arrive. Comment pardonner à cette personne? Le chemin paraît énorme. C'est pour ça que beaucoup de sagesse pour y arriver. Excuse-moi. Dans le processus du pardon, il faut d'abord, à un moment donné, regarder la douleur en face et s'autoriser à dire toutes les choses que l'on ne dirait pas en public, mais vraiment les vomir quelque part. Tout le monde a vomi au moins une fois dans sa vie. Personne n'aime ça, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand c'est terminé et qu'on a sorti ce qui nous faisait du mal, quoi. Hein. Et quelque part, il y a un moment donné, il faut relâcher ça, relâcher cette douleur. Comment as-tu osé, espèce de tute? Comment as-tu osé faire ça? Et quand c'est sorti, c'est là après qu'on peut. On fait pas la personne en face. Hein. Non, on le dit pas à la personne en face, on le fait en solo. Mais ça fait partie d'une thérapie. Et une fois qu'on a sorti ça, alors on peut commencer à prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé et se reconstruire. Mais c'est vrai que si on ne regarde pas notre douleur en face, c'est impossible d'arriver à se dire comment je peux bénir cette personne ou lui souhaiter du bien finalement. Parce que quelqu'un qui fait du mal ne peut pas être quelqu'un d'épanoui, c'est une personne qui elle-même est en souffrance. Ce qui ne justifie pas le mal qu'elle fait d'ailleurs. La forme de bénédiction peut être je prie pour que tu sois soigné en fait. Oui. Et que tu arrêtes de faire du mal aux gens comme tu as fait à mon enfant par exemple. Ça a beaucoup de sens, c'est merveilleux et ça a beaucoup de sens. Le dernier point sur lequel j'aimerais vous interviewer aujourd'hui, c'est vous parler de construire un mariage épanoui. Vous êtes des réparateurs de couples, le mot est pas forcément pile le bon. Les couples, c'est souvent beaucoup de passion. Avec les années qui passent, c'est aussi beaucoup de lassitude, de routine, éventuellement de crise. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tout jeter au bout d'un moment et venir réparer ou redorer son couple pour qu'il revive? Ouais, surtout, il y a des espèces de messages comme quoi c'est une fatalité, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, etc. Okay, et au bout de quelques moments, l'amour va diminuer. Il faut leur tordre le cou à ces choses-là parce que c'est vrai si on se laisse aller, mais c'est complètement faux si on choisit d'investir avec de l'intentionnalité au quotidien dans notre couple. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'aime plus Rachel qu'au démarrage, mais est-ce qu'on s'aime mieux? Est-ce que je l'aime mieux? Alors là, à 100%. Parce que on s'est dit on va investir et on n'est pas meilleur que les autres, on se dispute comme les autres, on a des trucs qui vont pas et sur lesquels on travaille comme tout le monde. Mais c'est simplement je veux pas prendre ces fatalités pour une vérité. Elles ne le sont pas. Et il y a beaucoup de choses. Oui, déjà il y a toute une notion hormonale. On va juste prendre quelques minutes pour expliquer ça, quelques secondes. Bien sûr, avec plaisir. Le coup de foudre est géré avec des hormones en fait. Une hormone qui s'appelle la PEA, phényléthylamine, peu importe, mais qui déclenche des papillons dans les yeux. On a des nœuds à l'estomac, les gars, on n'arrive plus à faire 2 phrases correctement, on a les mains moites. C'est hormonal. Ça, c'est hormonal. Et cette hormone dure naturellement dans un couple entre 6 mois à 2 ans. Donc après 2 ans, si on n'entretient pas, ça diminue. C'est un peu comme si c'était une cocaïne naturelle, un speed, et on ne peut pas vivre en permanence sous speed. Donc à un moment donné, ça se calme. Ça va descendre petit à petit et être remplacé par une autre hormone. Donc les gens qui sont accros à la PEA, en fait, ils vont relancer un couple pour ressentir ça, le fait de se sentir amoureux.
La PEA, elle fait des pics comme ça, puis après elle diminue. On va pouvoir l'entretenir, c'est ça la clé. Puis ensuite, la PEA est remplacée par l'oxytocine qui monte. L'oxytocine, c'est l'hormone du lien. C'est quand je me sens connectée à toi, c'est quand tu me touches, d'un seul coup, mon corps déclenche de l'oxytocine. Et là, on se sent bien, on se sent confortable. Et c'est l'équilibre entre les deux qui va faire qu'un couple est amoureux. Et la PEA s'entretient quand on crée de la surprise au moins une fois par semaine. Nous, on est très militants d'un rendez-vous amoureux par semaine parce que selon le style, etc., si on prépare 2 heures qui nous sortent de notre quotidien, où on va aller marcher ensemble, discuter ensemble. Se faire un petit resto. Ou boire un café sur la terrasse, ou n'importe, même ça peut être très simple. Et surtout, on ne parle pas du travail, on ne parle pas des enfants s'il y en a, on ne parle pas des problèmes que l'on peut avoir nous, on parle juste des rêves qu'on a en commun. Qu'un truc que agréable en fait. Il y a des gens qui nous disent, mais on va parler de quoi alors en fait? Puis on leur dit, mais quand vous étiez même pas fiancés, vous ne vous posiez pas la question de quoi on va parler. Vous aviez tellement envie de retrouver l'autre. Et bien en fait, c'est ça. Et puis beaucoup de gens nous disent, mais si vous connaissiez notre emploi du temps, en fait, on n'a pas le temps. Mais on leur répond, mais si vous connaissiez le nôtre, vous penseriez qu'on n'a pas le temps non plus. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une intentionnalité. Une fois par semaine, quoi qu'il arrive, on va avoir de 1 à 2 heures où le monde peut s'écrouler. On est Rachel et Eric, et le reste ne compte plus. Et c'est ça qui rend le truc pétillant et doré en fait. Il y a je vais la retrouver. Il y a un enthousiasme. Je vais me faire beau ou me faire belle pour lui, etc. Et on retrouve cette espèce de joie qu'on avait spontanée d'être l'un avec l'autre et que l'un pour l'autre. Et ça redéclenche la PEA. Ça c'est génial. Je sais que vous donnez énormément de conseils pour améliorer sa communication. On en trouve plein sur votre site internet, les 11 clés pour une meilleure communication. Est-ce que chacun à votre tour, vous sauriez me dire votre conseil préféré? C'est-à-dire celui qui est peut-être le plus waouh ou juste un truc tout simple qui est le conseil que vous chérissez et que vous adorez plus que les autres? Dis oui à ta femme. C'est une blague. Oui. Moi, je vais donner un conseil aux hommes. Ne fixez pas le problème de votre femme quand elle vous le présente. Juste écoutez-le et répétez-le avec beaucoup de compassion. C'est terrible ce que tu vis là. Il faut apprendre à répéter ce que l'autre dit en fait pour montrer qu'on a entendu. Donc, n'arrive pas en essayant de fixer le problème, mais dis-lui j'entends ce que tu dis, c'est terrible ce qui t'arrive. T'es pas obligé de le penser à fond, mais tu peux comprendre qu'elle sait ce qu'elle vit. T'es pas obligé de comprendre quoi. Et mon conseil numéro 1. Écouter et reformuler sans forcément comprendre. Okay, c'est ça. Voilà, très bien. Valide quoi. Valide. Et moi je dirais quand tu t'entends penser, elle pense que ou il pense que, il y a une personne en trop qui est en train de penser. C'est-à-dire si je pense à la place de l'autre, j'ai un grand pourcentage de risque de me tromper. Donc quand je me l'applique, quand je me surprends à dire oh elle pense que, je m'arrête, je dis ok. Qu'est-ce que tu penses? J'ai le droit de pas savoir, j'ai le droit de pas comprendre, et 9 fois sur 10 je me serais trompé sur ce que ma femme pensait. Donc ça évite toutes sortes de malentendus, toutes sortes de je suis sûr que elle a fait ça pour telle ou telle motivation, alors qu'en fait pas du tout. Et ça nous a évité des tas de disputes, des tas de tensions. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des cas de figure où vous êtes désemparés, que ce soit des problèmes intimes qui vous gênent, que ce soit des... Est-ce qu'il y a des cas en particulier qui vous mettent... Vous n'avez pas la réponse et ça vous bloque? Donc, professionnellement, ou quand on va rencontrer un cas qui dépasse nos compétences professionnelles, notre formation fait qu'on a l'obligation même légale aux États-Unis d'envoyer la personne vers quelqu'un de compétent. Quand on ne sait pas faire, on réfère. Voilà, quand tu ne sais pas faire, tu réfères. C'est un motto de ce que nous, on transmet et de ce qu'on enseigne. Donc en fait, si je me retrouve face à une configuration particulièrement complexe et pour laquelle je ne suis pas formé, je vais envoyer vers quelqu'un d'autre. Ouais. Et bon, après, on a des dizaines de milliers d'heures de thérapie, en fait, sous nos... d'heures de vol, comme on dit. On a des dizaines de milliers d'heures de vol chacun, donc quand même, on a de l'expérience. Et on a quelques boutons, par contre, des situations qui rendent les choses plus compliquées pour nous parce que c'est des points sensibles à l'intérieur. Donc là, il faut vraiment prendre un pas de recul et dire, ok, je prends un pas de recul, je respire avant d'attaquer cette problématique-là. Ça, c'est une réalité de thérapeute, en fait. Les thérapeutes. Est-ce qu'il vous reste encore à vous deux des défis de couple à faire? Entre nous deux? Oui. Ouais, oui. Vas-y, raconte. Combien de vacances on prend par an? On n'a pas le même niveau de besoin de pause et de ce qu'on met dans le mot vacances. C'est ça. Donc, c'est notre grand défi.
Mais on travaille sur notre couple tous les jours, en fait. C'est une vérité. Pas seulement parce qu'on enseigne, mais ce qu'on enseigne, on le vit, en fait. Les conseils qu'on donne, on se les applique à nous pour justement qu'on soit épanoui et heureux. On ne peut pas être deux collègues. Est-ce qu'on a des agacements l'un vis-à-vis de l'autre? Oui. Est-ce que Rachel m'énerve par moment? Oui. Et puis je l'énerve aussi, c'est certain. Maintenant, c'est vrai que depuis 35 ans qu'on se connaît, 33 ans qu'on est mariés, on s'est dit, par exemple, on se couchera jamais en colère l'un contre l'autre. C'est pas, ça c'est pas possible entre nous. On prononcera jamais des mots comme divorce ou autre. C'est pas dans notre culture ni dans notre langage. Et ça, ce sont des basiques qui nous ont vraiment aidés, quoi. Ouais, À pas se laisser démonter par une problématique qui survenait, puis à se dire on va y arriver. Là tout de suite, on connaît pas la solution, mais on va y arriver. Et on va y arriver ensemble. Et ça nous a beaucoup aidé quand on était débordé par la maladie, par des problématiques perte de bébé, la maladie. Voilà. On a vécu des choses très difficiles. Des fois, les gens nous regardent en disant « Oh, mais pour Eric et Rachel, c'est facile. » Non, c'est pas vrai. On a juste chaque jour décidé qu'on allait travailler notre couple pour qu'il fonctionne. Parce que nous, on veut être heureux jusqu'à la fin, en fait. Donc, c'est un choix. Ouais. Vous avez raison, bravo, génial. Toute dernière question, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a perdu espoir de rencontrer la bonne personne ou de créer un couple dans un monde qui est perturbé? Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, je pense que, alors c'est notre foi chrétienne qui veut ça, hein, mais je pense que la première chose que Dieu le Créateur a instituée pour sa création, l'homme et la femme, c'est le mariage, c'est le couple. Et donc, je pense que Dieu a vraiment une intentionnalité derrière le couple et Dieu est toujours du côté du couple. Alors si on a la conviction qu'on doit rester célibataire, il n'y a aucun souci par rapport à ça, on le respecte. Oui. Je pense qu'on peut être parfaitement épanoui en étant célibataire. On n'est pas une moitié de quelque chose en tant que célibataire. Hein. Et le plus célèbre des célibataires au monde, c'est Christ. Hein. Et donc je pense qu'il a quand même eu une vie épanouie et qu'il était heureux dans son cheminement en tant que célibataire. Mais si quelqu'un a envie de construire un couple, je pense que c'est une aventure qui en vaut la peine. Est-ce qu'elle est complexe? Oui. Est-ce qu'elle va créer des challenges? Oui. Est-ce que des fois on se dit mince, quand j'étais seul, j'avais pas ce genre de tension? Ben oui. Mais en même temps, qu'est-ce que ça en vaut la peine? Vraiment. Et donc oui, c'est un beau projet de vouloir se marier et de rencontrer la bonne personne, mais il faut pas baisser les bras, quoi. Hein. Ouais. Et puis, moi je dirais aussi, si tu es célibataire là, investis dans ton bien-être et ton équilibre à toi, parce que plus tu es complet et équilibré, plus attirant on est vers l'autre. Et puis ensuite, il faut aller dans des endroits où il y a des gens comme toi. Like-minded people, quoi. Si tu as des valeurs dans ta vie, va dans des zones, vas-y, rencontre les gens, mélange-toi. Je pense à une conversation que j'avais avec un de nos fils il n'y a pas très longtemps, et il me disait je suis bien dans ma peau, maman, etc. Et je dis maintenant tu es prêt à rencontrer celle pour qui tu pourras t'investir, en fait, pour la rendre heureuse, parce que quand toi tu es bien, tu es prêt à rendre quelqu'un heureux. Donc c'est une mentalité et une position de cœur aussi. On attire quand on est bien dans sa peau. Que si on fait peser sur le futur autre la responsabilité de me rendre heureux, on le met dans une position où le pauvre ou la pauvre, c'est un défi presque inatteignable, quoi. Où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet? Alors, sur notre site, ericracheldufour.com, en anglais, ericandracheldufour.com, et puis la chaîne YouTube, vous avez les ressources en ligne. On n'est pas super investi en ligne, enfin il y a beaucoup de choses en ligne, mais notre présence est plus dans le one-on-one avec des gens, mais on fait de notre maximum pour équiper les personnes qui ont besoin de trouver des réponses. Donc c'est vraiment parce qu'on a des demandes, aidez-nous, donc on met beaucoup de ressources, c'est vrai, comme tu l'as dit, Antoine. Notre but avec nos ressources, c'est d'équiper les gens et de donner des clés pour que les gens mettent en place ce qu'on donne comme clé, qui ont fait leurs preuves, et ils voient des résultats dans leur couple. Je pense à un témoignage de personnes qui ont divorcé. Et ils ont chacun suivi notre programme sans se le dire à l'autre. Et du coup, ils se sont rapprochés et remariés aujourd'hui. Et c'est assez extraordinaire. Donc, notre but, c'est d'aider les gens qui ont besoin de clés pour pouvoir guérir de différentes problématiques qu'on aborde. Magnifique. Un immense merci pour votre temps. Antoine, merci à toi pour ton invitation. Et vraiment, on est très heureux d'avoir pu s'exprimer devant tous tes followers. Et on prie pour discuter ces thèmes tellement passionnants. Ouais. Merci. On prie pour que ça vous aide, que ce soit vraiment un enseignement pratique pour vous qui vous aide au quotidien.